Eh bien bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau chapitre. Donc je vous explique un peu comment ça va se passer. Je vais vous corriger l'activité. Ensuite, je vais vous commenter, enfin en tout cas vous faire le cours qui sera évidemment dispo dans l'espace des classes, etc. etc. Ah, espace des classes, mathématiques, seconde 502 ou 504, ça dépend d'où vous êtes. Voilà. Pour ce qui est des exercices, je vous les mettrai dans le petit lien de l'article, d'accord? J'insiste là-dessus, c'est important que vous les fassiez hein, pour que vous vous entraîniez. Mais, avant toute chose, je pense que ce qui est pas mal qu'on va faire, c'est vous montrer ça. Alors, je sais, voilà, j'entends déjà dire « Oh non, pitié, non, pas le GeoGebra !» Mais si quand même, parce que c'est hyper pratique. Alors, ça nécessite effectivement un peu d'adaptation. Voilà, je suis d'accord avec vous. Bon, on tape GeoGebra dans la barre de recherche, hein. Hop, voilà, on tape GeoGebra, on prend le premier lien, on clique dessus, et on voit GeoGebra classique, et on clique dessus, on n'a rien besoin de télécharger, d'accord? Ça vient direct, voilà. Euh... Ensuite, eh ben, on peut faire à peu près n'importe quel exercice de géométrie, hein. C'est pratique parce que si on fait une erreur, bah, on peut l'effacer, on n'a pas besoin de raturer, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Il y a des trillions, hop là, voilà. Vous avez des ressources, d'accord? C'est-à-dire que vous avez des gens, hein, beaucoup de profs de maths, faut pas se mentir, qui ont fait tout, hein, qui ont fait des exercices, qui ont fait des mini-cours, des petites activités sur tout, voilà, vous avez des exercices de troisième, des choses un peu plus de seconde, les angles remarquables, vous avez tout, les cercles circonscrits, tout. Vous avez un peu de mathématiques, ce qu'on appelle récréatives, hein, les nombres hexagonaux, bon. Et voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Vous pouvez fouiller, regarder un peu ce qui se passe. Bon, il y a des trucs qui ne sont pas de votre niveau, mais vous vous en rendrez vite compte quand même, hein. Donc, je pense que pour progresser, c'est un bon truc à faire. Je vous demande pas d'y passer des heures, mais je pense que rien que d'aller voir que ça ressemble, c'est déjà pas mal. Bref, allez. Donc j'ai placé les points, d'accord? J'ai placé les points. Alors, vous avez une barre de saisie, d'accord? Donc on va l'appeler. Là, je suis allé jusqu'à où? Je suis allé jusqu'à H, c'est ça? On va l'appeler. On va l'appeler I. Allez, I. I, c'est 0,0. N'oublie pas les parenthèses, parce que s'il n'y a pas de parenthèses, ce n'est pas un point. Et voilà, et ça, hein, il s'affiche. Clic droit, on peut l'effacer, on peut le renommer. Si j'ai plus envie de l'appeler I, mais J, je peux l'appeler J. Si finalement je veux pas qu'il soit en 0,0, je vais dans les propriétés, définition, bah je me dis non, en fait 0,0 ça me plaît pas, je le mets en 1,1. Et il se déplace. Bref, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Si j'ai envie de lui mettre une couleur pour qu'on le voie, je mets une couleur. Si j'ai envie que le point il soit très très gros ou très très petit, je peux le faire aussi. Hein, donc ça aussi, c'est vraiment... Voilà. C'est libre. Et gratuit en plus. Ça ne gâche rien. On efface. J'ai placé les points. On va revenir... Hop. Oui, c'est ça. J'ai placé les points, d'accord, dans un repère orthonormé. Hop là, on voit pas. Voilà. J'ai placé tous mes points. D'accord, on dit ok. J'ai tracé les vecteurs. Alors on les voit pas très bien, mais j'ai tracé les vecteurs. C'est pareil, hein. Je pourrais faire clic droit dessus, propriété, leur mettre une couleur, et par exemple gérer l'épaisseur du trait, si je voulais. Hein. Voilà, donc là on le voit très très bien le vecteur AE. Je place mes vecteurs, le vecteur AE, le vecteur AB, le vecteur CD, le vecteur CF, le vecteur JK, le vecteur GH. Ok. Parmi eux, lesquels semblent avoir la même direction que CD. Et la direction, alors on se rappelle, est-ce que la direction ou le sens... Alors le sens par exemple du vecteur AE, c'est on va de A vers E, d'accord, et donc la direction c'est son support, c'est-à-dire la droite AE. Ok.
la même direction que CD. Alors CD, c'est CD, la droite CD, qui semble avoir la même direction. Ah, déjà CF, parce qu'effectivement, les points CDF sont alignés, donc ils ont l'air d'avoir la même direction. CD et CF sont deux vecteurs qui ont l'air d'avoir la même direction. Visuellement, on a l'impression. Mais finalement, AE et AB, c'est des vecteurs qui ont également la même direction. Les droites ont l'air parallèles, alors peut-être qu'on se trompe, hein. On se dit, ça semble, ça a l'air d'avoir la même direction. Donc AE, AB ont l'air d'avoir la même direction. GK par exemple, pas du tout. GK n'a clairement pas la même direction que le vecteur AE. Les deux droites vont se croiser, hein, à un moment donné, vers là, je dirais. Donc, apparemment, pas du tout. Et enfin, le vecteur GH a l'air d'avoir la même direction. Donc, je répète, GH, CDCF, AE, AB ont l'air d'avoir la même direction. Alors, recopier le tableau suivant, c'est pareil, hein, ça, sur Excel, on le fait en 30 secondes. Et on complète en calculant les coordonnées. Bah, on peut les calculer, effectivement, hein, pour se rappeler, par exemple, AB, XB moins XA, YB moins YA, on le calcule, mais bon, pour la correction, je vais pas vous faire les calculs à chaque fois. Ils sont tous ici, hein, parce qu'effectivement, le logiciel les calcule pour nous, et le vecteur CD, il est où? Vecteur CD, il est là, 2, 3. D'accord. Donc, 2, 3, on a dit qui? On a dit AE, AB, 4, moins 4, 6, moins 6, moins 9, 4, 6, moins 2, moins 3. Et dans l'activité, on nous dit quoi? On nous dit, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Ah, effectivement, peut-être, pourquoi pas. Alors, CD 2, 3. Ah bah oui, CF 4, 6. Donc il y a un facteur 2, d'accord, 2 fois 2, 4, 3 fois 2, 6. Il y a un facteur 2 entre le vecteur CD et le vecteur CF. Ok, c'est peut-être un hasard, on va voir. Et le vecteur GH, cette fois-ci, c'est pas un facteur 2, c'est un facteur moins 1. Multiplié par moins 1, le facteur en abscisse, le facteur en ordonnée, effectivement. Et là, on a multiplié par moins 2. Et enfin, on a multiplié par moins 3. Et le vecteur GK, il a quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un unique coefficient de proportionnalité qui permet à partir du vecteur CD de donner le vecteur GK? Eh bien non, il n'en existe pas. Hein. Là, on multiplie par moins 1 dans les ordonnées. En abscisse, par contre, il faudrait multiplier par 5 demi. Et voilà, par les mêmes nombres. Par moins 5 demi, pardon. Donc, on remarque que le seul vecteur qui me semble ne pas avoir de coefficient de proportionnalité, eh bien, c'est le vecteur qui ne semble visuellement pas avoir la même direction que tous les autres. Bon, ok, on note ça dans un coin de notre tête. On exprime le vecteur du tableau en fonction du vecteur CD sous forme K fois CD. Alors, je l'ai dit, hein, c'est-à-dire que par exemple, CF c'est 2 fois CD, AE c'est moins 2 fois CD, AB c'est moins 3 fois CD, et GH c'est moins 1 fois CD. On lit ensuite, observez la position relative de droite AB, CD, CD, CF ainsi que GH et GK. Faites une conjecture liant la position relative de droite avec la collinéarité potentielle des vecteurs. Alors, bon, quelle serait la manière rapide de vérifier qu'ils sont tous parallèles entre eux? Eh bien, on va prendre l'outil perpendiculaire, se rappeler d'une règle de géométrie qui nous vient de la 6ème, hein. Prendre l'outil, d'accord, perpendiculaire, on voit bien le... Voilà. Et l'outil perpendiculaire, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner la droite, l'objet sur lequel on veut tracer la perpendiculaire, et voilà, on s'en fiche, n'importe où, on trace notre perpendiculaire ici. Et maintenant on se dit, d'accord, cette droite-là, c'est sa perpendiculaire. Pour que cela et cela soient parallèles, il faudrait que eux aussi soient perpendiculaires. Et ben, je vais aller dans un autre outil. On a le droit de fouiller, par exemple. Ok, donc j'ai créé les droites, d'accord. Je suis allé là, je crée les droites. D'accord, juste pour vérifier. Je demande avec mon outil angle. Paf. Est-ce que 90 degrés? Ici, non.
hop, 90 degrés. Conclusion, toutes ces droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles entre elles. Conclusion, si on arrive à exprimer les vecteurs en fonction d'un autre, K est un réel, alors ils sont tous colinéaires, ils ont tous la même ligne, la même droite, colinéaire, la même ligne. Conclusion, on peut, sans faire ce baragouinage géométrique, déterminer si des droites sont parallèles, si des vecteurs sont colinéaires, avec un simple calcul de coordonnées. Classe quand même, hein. Et ben, on arrive ici à notre nouveau cours, chapitre 8, problème de géométrie 2, le retour, la collinéarité de deux vecteurs. Et ben, on va commencer par la propriété caractéristique de ce que c'est la collinéarité. Et on vient déjà de le dire, hein, plus ou moins, mais c'est pas grave, on va l'écrire. Dire que deux vecteurs non nuls U et V sont collinéaires signifie qu'il existe un nombre réel K, tel que le vecteur V c'est K fois le vecteur U. Et bim, on a tout dit, c'est terminé. Dire que deux vecteurs non nuls, et j'insiste là-dessus, U et V sont collinéaires, signifie qu'il existe forcément un nombre réel K, tel que le vecteur V c'est K fois le vecteur U. S'il n'existe pas, alors ils ne sont pas collinéaires, terminé. Le vecteur nul est collinaire à tout vecteur. On le note 0 avec une flèche, hein, le vecteur nul. La propriété fondamentale qui va construire toute notre méthode, on va dire calculatoire, hein, c'est que on se met un repère. Les vecteurs ont donc des coordonnées, U, X, Y, V, X', Y'. Ces deux vecteurs-là, ils sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Alors, déterminant, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça. Si X, Y' moins X', Y égale 0, alors ils sont collinaires. Une petite preuve? Bien sûr. On va d'abord supposer qu'ils sont collinaires. Bah, premier cas, un des deux vecteurs, c'est le vecteur nul. Si c'est U qui est le vecteur nul, donc ses coordonnées valent 0, et donc bah ça vaut 0, parce qu'il y a 0 là et 0 là, c'est terminé. Si c'est V le vecteur nul, même chose, un des deux les deux vaut 0, ça vaut 0, ça vaut 0. Donc on vient bien de prouver que si c'est le vecteur nul, ça marche. Si maintenant on prend pas ce cas un peu particulier, aucun des deux n'est le vecteur nul. Ah, ni U, j'ai mis 2 fois U. Donc si ni U ni V ne sont le vecteur nul, alors il existe un nombre réel K tel que le vecteur V égale K fois le vecteur U. Alors, effectivement, on a dit que c'était collinaire, donc il existe. Donc, K fois U, ça a pour coordonnées Kx, Ky, et ça, c'est les coordonnées de V. D'accord? Donc, ça veut dire que X', rappelez-vous, hein, X' c'est les coordonnées de V, c'est K fois X, Y' c'est K fois Y, ok. On remplace tout. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que X', Y' moins X', Y, on remplace Y' par K fois Y, on l'a remplacé là. On remplace X' par K fois X, on l'a remplacé là. On remet les lettres dans le bon ordre, hein, histoire que ça se voie bien. On a KXY moins KXY. Quel que soit K, on a une quantité, on enlève exactement la même chose, ça vaut 0, hein. Quel que soit K. Ce qu'on vient de montrer, c'est que si deux vecteurs sont collinaires, XY' moins X', Y égale 0. On l'a montré. Si deux vecteurs sont collinaires, alors cette égalité elle est vraie. Maintenant, il faut montrer qu'on a besoin de montrer seulement cela. Parce qu'on peut-être qu'il faut montrer autre chose, on ne sait pas, peut-être qu'il faut que ça soit égal 0, peut-être un autre truc, on ne sait pas. Et en fait non, c'est ça la beauté de cette propriété, il suffit de montrer ça et c'est terminé. Donc on va faire l'inverse. Au lieu de partir du principe qu'ils sont collinaires, on part du principe que ça c'est vrai. On suppose que xy' moins x' y égale 0. Bon, si x égale 0, y 0, ça veut dire que c'est un vecteur nul, c'est collinaire à tout vecteur, terminé. Bon, ça c'est le cas, on va dire facile. Bon, on va dire que x est différent de 0. Si x est différent de 0, ça veut dire que y' c'est égal à x sur x fois y. Bah oui, parce qu'il faut que ça donne 0 à la fin. Si y' il vaut ça, alors
on est bon. Si y' vaut ça, ça veut dire que k il vaut quoi? K il vaut forcément x' sur x, obligatoirement. Pour résumer, y' c'est toujours k fois y, et x'1, k fois x. Parce que, hein, on a dit k c'est x' sur x. Bon. On vient de montrer ça. Maintenant, si c'était x différent de 0, si y différent de 0, bon bah c'est l'inverse. On vient de montrer quoi à chaque fois? Que x' c'était k fois x, et y' c'était k fois y. Par conséquent, bah, le vecteur v c'est k fois u, à chaque fois. K, k, le même k. Bien voilà, on a montré qu'il était nécessaire que x, y' moins x' y soit égal à 0 pour que u et v soient collinaires, et que c'était suffisant. En mathématiques, on appelle ça des conditions nécessaires et suffisantes. Il faut que ça soit vrai, et bah, on n'a besoin que de ça. Il est suffisant de montrer que ça c'est vrai. Et je vous le rappelle, en mathématiques, on est feignant. Donc on aime bien les choses où on a besoin que de faire ça. Bon, je vous l'ai dit, on l'a déjà dit dans l'activité, mais je vous le redis ici. C'est un tableau de proportionnalité. Hein. Si je mets les coordonnées x, x', y, y', x, y', moins x', y, on est en produit en croix. Hein. Vous voyez la croix que je dessine avec mon curseur. On est en train de parler d'une égalité en produit en croix, donc d'un rapport de proportionnalité. Cette conséquence de la propriété, elle est très simple. Si on dit qu'il suffit que x', y' moins x', y soit égal à 0, alors si ça c'est faux, si c'est différent de 0, et bien forcément, les deux vecteurs ne sont pas collinaires terminés. Quand même classe. 3 exemples, hein. Je ne reviens pas dessus, mais très rapidement, on se donne deux vecteurs u et v, d'accord? Donc x', x, y, x', y', on fait x, y', en croix, moins y, x', ça fois ça, moins ça fois ça, je remplace, hein. 42 moins 42 égale à 0. Terminé. Tout va bien. La même chose ici. 2, 1 tiers, 6 moins 1. 2 fois moins 1 moins 6 fois 1 tiers, c'est égal à moins 4. Est-ce que moins 4 c'est égal à 0? Non. Moins 4 est différent de 0. Ils ne sont pas collinaires. Terminé. On peut même faire quelque chose d'encore mieux. On se donne un repère. On prend le vecteur u 4 moins 5 et le vecteur v moins 1 m. M c'est un réel. On veut trouver la valeur de m pour laquelle les vecteurs u et v ils ont disparu là, mais les vecteurs on va l'enlever, sont collinaires. X, y' moins x', y égale, on remplace, 4 fois m, 4m, moins 1 fois moins 5, il y a 3 fois moins 1, donc ça fait 1 moins 1, 1 fois 5, 5, moins 5, x', y' moins x', y, c'est 4m moins 5. Si u et v sont collinaires, et bah forcément 4m moins 5 doit être égal à 0. Donc m doit être égal à 5 quarts. La seule possibilité pour que u et v ici soient collinaires, il faut que m soit égal à 5. Deuxième propriété qui en découle un petit peu, c'est l'aire du parallélogramme. C'est un peu casse-pied de calculer l'aire du parallélogramme avec les vecteurs, c'est encore une fois très très simple. On se donne une base, un parallélogramme, je vous ai fait un petit schéma ici. L'aire du parallélogramme ABCD, c'est égal à la valeur absolue, hein, les barres valeur absolue, x, y' moins x', y, avec AB, x, y', et AD, x', y'. On a bien AB, AD. En quelque sorte, c'est les vecteurs qui génèrent, qui engendrent, si vous préférez, le parallélogramme. Vous avez ici le côté AB. On sait que DC, le vecteur DC sera égal au vecteur AB. De même, le vecteur AD, on sait que le vecteur BC sera égal au vecteur AD. Donc on a besoin de seulement travailler sur ces deux-là. AB ici, c'est 3, 1. AD, c'est 1 moins 2. On fait le calcul. Évidemment qu'ils ne sont pas collinaires, parce que sinon on ne pourrait pas créer un parallélogramme s'ils avaient la même ligne. Ça voudrait dire que les ABD seraient alignés, donc on aurait un parallélogramme aplati, et donc il n'aurait pas d'aire. Hein, c'est logique. Si on arrive à un nombre négatif ici, c'est le cas à moins 7, c'est pas grave, on prend la valeur absolue.
l'aire du parallélogramme ABCD, c'est la valeur absolue moins 7, c'est-à-dire 7 unités d'aire terminées. Et vous avez vu, on parle parallélisme, on parle aussi alignement. Et bien on y est, les propriétés de parallélisme et d'alignement. On commence par la droite parallèle, on prend 4 points distincts. Les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Exemple, AB égale 3 fois CD, on se rappelle, ça c'est notre propriété fondamentale, on a un vecteur qui est égal à 4 fois un autre vecteur. Conclusion, ils sont collinaires. S'ils sont collinaires, les droites sont forcément parallèles. Et vous avez vu, j'ai même pas besoin de faire de dessin, c'est par définition. Les choses sont comme ça, mathématiquement comme ça. J'ai même pas besoin de faire des dessins. Les points alignés, pareil, on se dote de 3 points distincts, ABC. Ces points ils sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Là ici j'ai préféré mettre un dessin pour vous dire qu'en quelque sorte on s'en fiche de l'ordre dans lequel sont les points. Ce qui est important c'est de penser en termes de vecteurs. S'ils sont alignés, ça veut dire qu'ils sont sur la même droite. AB, AC. Ici A est de coordonnées 1, 2, B est de coordonnées 3, 1, C de coordonnées 0, 2,5. Ces 3 points distincts, d'accord, ils sont pas au même endroit. Je calcule AB, je calcule AC, xb moins xa, yb moins yk, xc moins xa, yc moins y. Je calcule tout, je trouve les coordonnées 2, moins 1, 0,5. On va vérifier s'ils sont collinaires, parce que peut-être que là on est trompé par le schéma. On vérifie. X, y' moins x' y. Alors, x, y, x', y'. 2 fois 0,5 moins 1 fois moins 1. 2 fois 0,5, 1. Moins, bah il est là, moins. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ah, on a bien montré que ça, c'était égal à 0. Les vecteurs AB et AC sont bien collinaires. Par conséquent, les points A, B et C sont bien alignés. Et voilà. On a terminé. Hein. C'est suffisamment dense comme ça, je pense. Pour résumer, on a besoin d'une chose, et c'est celle au tout début, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment bien comprendre ça. Si vous avez bien compris ça, vous avez compris tout le cours. Ok. Bon, la preuve, elle est dans votre programme, je dois vous la montrer. Hein. On est bien d'accord que vous ne devez pas l'apprendre par cœur. Hein. Essayez d'en comprendre l'idée, et de comprendre cette idée de nécessaire et suffisant. Hein. Le si et seulement si, c'est ça qui veut dire. Si il faut que, et seulement si, et c'est suffisant. D'accord? C'est du français, tout simplement. Bon, voilà. Je vous demande pour l'instant juste de bien lire ce cours-là, d'accord? De faire les exercices, d'accord? Vous avez le calcul, c'est un tout petit exercice, je sais. Entraînez-vous, refaites-le. Vous avez déjà la solution, mais c'est pas grave, vous la cachez, d'accord? Vous dites, tiens, vous pouvez même changer un chiffre, si ça vous intéresse. Au lieu de 3, vous mettez moins 6, au lieu de 14, vous mettez moins 5, j'en sais rien. Refaites les exemples, lisez bien, entraînez-vous à apprendre ces propriétés vraiment, à vous dire, bon bah, maintenant, si je veux, si j'ai un problème où on me demande parallélisme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, il faut d'abord que je montre que les vecteurs soient collinaires, et pour montrer que les vecteurs soient collinaires, il faut que je montre que leurs coordonnées respectent ça, cette propriété. Xy' moins x'y égale 0. Si ça, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Faites-vous des fiches méthodes, apprenez en faisant des exercices. Si vous ne faites pas les exercices, ce sera impossible de progresser. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une belle activité mathématique, et à la prochaine.